Avenue Foch, les forces là aussi sont dépassées. Les gilets jaunes utilisent tout ce qu'ils ont sous la main pour ériger des barricades. Kevin a gardé certains des projectiles qu'il a reçus ce jour-là. Les pavés qui ont été enlevés par les gilets jaunes, par les casseurs. Ça, c'est bien des échafaudages. Donc ça a été pris dans une cabane de chantier et nous balancé de genre de projectiles. Si aujourd'hui on n'a pas notre casque, notre protection individuelle, notre bouclier, ça peut tuer. On a eu des feux de véhicules, des véhicules qui ont été retournés, des forces de l'ordre gravement pris à partie, je le rappelle, sur l'avenue Foch, des gens et que les gilets jaunes ont essayé de piéger entre deux avenues. Les forces de l'ordre dont parle le commissaire Marsan, les voici, filmées par une habitante. On y voit 25 policiers reculer. Acculés, certains ramassent les projectiles des manifestants pour leur renvoyer. Mais une vague de gilets jaunes déferle sur eux. L'un de ces hommes nous a confié être alors à court de munitions. On est alors face à 300 ou 400 manifestants. On lance nos 3 dernières lacrymogènes. On n'a plus assez de munitions pour les contenir. On recule car on est en rupture de stock. En une seule journée à Paris, ce 1er décembre, les forces de l'ordre ont tiré plus de 15 000 grenades lacrymogènes. Plus que sur toute une année en France. Et pour recharger leurs fourgons en munitions, les CRS doivent se rendre à une vingtaine de kilomètres de la capitale. À 17h, 8 avenues au moins sont dans une situation quasi insurrectionnelle. Dans la salle de commandement, le commissaire Marsan ne sait plus où donner de la tête. La multiplicité d'actions, de casses, de feux de véhicules sur plusieurs endroits, non coordonnés, parce qu'on voit très bien que c'est non coordonné, c'est quelque chose qui est totalement inconnu. Quand on est au 1er décembre, c'est inconnu dans nos mémoires de policiers parisiens. Difficile de s'adapter sur le terrain. Cédric sent du flottement dans les ordres qui lui sont donnés. On était importé sur une rue, on nous disait allez 2 rues plus loin à gauche, non finalement aller plus loin une rue à droite. À chaque fois on nous échangeait d'informations avec des fois des contradictions. La conséquence en fait c'est qu'on court tout le temps après les casseurs quoi. Ils sont à la base, tout au long de ce jour-là, ils étaient plus mobiles que nous. Et le temps de réaction est beaucoup trop lent. L'action violente, elle se déclenche en 2 minutes, 3 minutes. Moi, déplacer mes unités, les envoyer au bon endroit, envoyer 30, 40, 50, 60 personnes à un endroit, ça ne peut pas prendre 1 minute. Autre difficulté, près de la moitié des forces de l'ordre disponibles dans la capitale ont été positionnées pour sécuriser l'Élysée, Matignon et l'Assemblée nationale. Elles ne peuvent pas quitter les lieux. Le colonel Di Meo dirige les gendarmes mobiles intégrés au dispositif. Là où ça n'a pas fonctionné, c'est qu'en fixant énormément de force sur cette sanctuarisation des lieux de pouvoir et des Champs-Élysées, du coup, on avait beaucoup moins de capacité de manœuvre pour faire face à des exactions. Trop statiques, les forces de l'ordre ne vont pas réussir à empêcher le saccage de l'Arc de Triomphe. Il est 15h50 et l'édifice est aux mains des Gilets jaunes depuis maintenant près de 5 heures. Ils vont même réussir à y pénétrer. Nicolas est l'un des rares témoins qui a assisté à ce moment clé. Cet ancien militaire réserviste se trouvait alors autour de la flamme du soldat inconnu pour la protéger du chaos. À quelques mètres de lui, il entend des casseurs fracturer la porte du monument. C'était le même bruit en plus long et plus acharné que
les coups de bélier que peuvent donner les policiers lors d'une perquisition et qu'ils ouvrent une porte. Voilà, un coup de bélier. C'était la même chose en plus fort et en plus long. La porte est ouverte et à l'insu des forces de l'ordre, des dizaines de personnes vont s'engouffrer dans l'Arc de Triomphe. Jean-René Santini, photographe, est l'un des premiers sur place. Il va filmer la scène. J'arrive donc du coup au pied de l'Arc de Triomphe, où je m'aperçois que le sas d'entrée de l'Arc de Triomphe est totalement saccagé, les vitres sont brisées, et il y a un balai incessant de personnes qui montent et qui descendent, librement. Et plus on monte et plus on entend des coups, de la casse, du verre qui se brise. J'avais pas l'impression de gêner leur fonctionnement, d'être un intrus. Certains passaient devant la caméra et faisaient des sourires, faisaient coucou à la caméra, pour d'autres. D'autres, lorsqu'ils voyaient la caméra, se camouflaient le visage. Et c'était un plan séquence non-stop. Il y avait un groupe de 3 personnes qui étaient en train d'essayer de forcer une porte à coups de pied et à coups d'extincteur. Soudainement, j'entends une perceuse qui se met en route. Je me retourne, ils sont en train de percer la machine à sous avec une perceuse. J'essaie de garder mon calme, j'étais tétanisé. Et ce qui se passe, c'est pas possible, c'est incroyable. Et j'avais toujours cette pensée où je me disais, mais à tout moment, quand est-ce que les forces de l'ordre vont intervenir ? Même le toit du monument est accessible. Du haut de l'Arc de Triomphe, le photographe immortalise cette scène. Un paysage inédit. L'avenue des Champs-Élysées, vide de manifestants, est toujours verrouillée par les forces de l'ordre. Mais tout autour, des panaches de fumée signalent le lieu des derniers affrontements. Le monument national le plus visité de France est désormais aux mains des casseurs. Il est 15h56 quand ils apparaissent en haut de l'édifice. Il y a bien un hélicoptère juste au-dessus et des policiers tout autour de la place de l'Étoile. Pourtant, en salle de commandement, le commissaire Marsan ignore ce qui vient de se passer. Nous n'avons pas de caméra à l'intérieur. Nous, on a une connaissance tardive de l'intrusion, de l'intrusion et de la casse. Il faut savoir que pendant ce temps-là, on gère tous les événements. La temporalité de l'action où il y a pénétration dans le tombeau du soldat inconnu, elle va nous être livrée très tardivement. Je vais vous dire franchement, moi personnellement, j'ai appris que des manifestants s'étaient introduits à l'intérieur de l'Arc de Triomphe en regardant la télé. Les policiers vont mettre 2h30 à intervenir. À 18h15, ils lancent l'assaut sur l'Arc de Triomphe. Leur technique, saturer l'air de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. Mais après 12 heures de bataille, les CRS vont alors commettre des actes controversés. La charge des forces de l'ordre pour récupérer l'Arc de Triomphe prend par surprise les manifestants. Ils sont malades. Ils sont complètement malades. Ils nous bombardent. Manon, 32 ans, sans emploi, se filme et diffuse sa vidéo sur les réseaux sociaux en direct. Ce jour-là, elle manifeste avec son mari. Ils sont arrivés en début d'après-midi, place de l'Étoile. On marche, on suit tous les gilets jaunes, une super ambiance. Et une fois qu'on arrive sur l'Arc de Triomphe, on voit que
C'est une guerre civile. Des incendies à droite, des incendies à gauche, des casseurs aussi. On voit des fumées, on voit des gens crier, on voit des gens courir, on voit des gens qui ont peur. On se dit, bah mince, on manifeste ou... Le couple raconte n'avoir commis aucune dégradation et s'être éloigné à chaque charge. Mais lors de l'attaque finale, ils se retrouvent dans l'épais nuage de gaz lacrymogène. Manon suffoque, elle cherche une issue. On y va à tâtons, en rampant, on ne sait pas trop où on va. Tout ce qu'on veut, c'est pouvoir respirer. Hein. Là on avance et Max me tient très fort parce qu'il fallait pas qu'il me lâche et je voulais pas qu'il me perde non plus. Puis c'est à ce moment-là qu'on entend venez par là. À 100 mètres de l'Arc de Triomphe, des gilets jaunes ont fracturé la porte d'un fast-food pour, selon eux, s'y réfugier. Mais déjà on rentre et on essaye de reprendre nos émotions, de reprendre notre souffle. C'est chaud. C'est chaud. Me voyant, j'étais la seule femme, tous les gilets jaunes m'ont demandé si ça allait. On m'a proposé une bouteille d'eau, on m'a donné des mouchoirs, on m'a donné un masque aussi pour que je puisse reprendre ma respiration parce que ça allait pas du tout. À l'intérieur du restaurant, une vingtaine de gilets jaunes, mais aussi 3 photographes, dont Martin Colombet. Dans Burger King, c'est vraiment le gilet jaune moyen, entre 30 et 40 ans, blanc, qu'on imagine de province, parce que voilà, au niveau des accents, du parler, bon, on sent que c'est pas des Parisiens. Une compagnie de CRS arrive alors aux abords du fast-food. Selon nos informations, leur chef leur indique que le restaurant est en train d'être pillé et qu'ils doivent l'évacuer. Voilà, faut lever les mains, de toute façon, qui nous arrête. On a fait quoi, nous? Manon et Maxime sont au fond du restaurant, près du comptoir. Et là, Max, pour me protéger, il se jette sur moi. Je suis là, je pas. Oh. Et puis moi, je vois les pieds. J'ai vu les pieds des CRS et là, d'un coup, on sent les coups. Un jeune homme au sol est lui aussi matraqué. Sur ces images, il reçoit 13 coups.